la prise de conscience est également permise parce que dans toute la période, notamment à partir de 1994, ça aussi c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, le pouvoir est sans cesse en négociation avec le FIS, avec les dirigeants islamistes. Et ces négociations ont bel et bien abouti en 1999, etc., avec tous les textes, une série de textes sur la rahma, la réconciliation et la charte pour la paix, etc., en 2001. Donc, on voit bien qu'il y a une alliance qui s'est conclue finalement, non seulement sur le dos des mouvements sociaux, puisque pendant tous ces temps-là, non seulement la situation politique était paralysée, mais il faut rappeler qu'il y avait toute une batterie de lois liberticides, l'établissement de l'état d'urgence, qui paralysait toute action politique. On en fait encore aujourd'hui les frais, parce que toute cette pratique politique qui n'a pas existé n'a pas permis le développement de forces politiques, ni organisées, comme disait le professeur Benchir, ni coordonnées. Je n'ai plus que 5 minutes que je vais tenter d'exploiter sur des perspectives. Alors, les perspectives sont plutôt moroses parce que d'une part, comme je l'ai dit, voici des mouvements, dont le mouvement femme, qui n'ont pas eu l'espace politique pour se construire, pour se développer, pour s'implanter dans la population. Ceci n'est pas sans rappeler ce qui se passe aujourd'hui dans les pays arabes, où les révoltes qui ont, à partir de janvier, qui ont fait sauter les verrous autoritaires dans nombre de pays, ont tout de suite débouché sur des élections dont on a vu les résultats. Et il semblerait qu'en Algérie, eh bien, le verrouillage soit tout à fait programmé pour ce qui concerne le mouvement associatif. On a bien vu que la loi sur les associations en fait partie, puisque le contrôle est accentué. Déjà que la loi de 90 était considérée comme limitative des libertés associatives, la nouvelle loi l'est encore davantage. Mais encore, il faut bien voir ce qui se dessine, c'est que sur le modèle pour copier ce qui se passe et pour reproduire une façade démocratique, pour copier ce qui se passe dans les pays arabes, eh bien on voit bien que c'est une programmation de la majorité islamiste aux prochaines législatives qui est envisagée. Je terminerai sur quelques phrases en disant que fondamentalement la question de la lutte pour l'égalité, le mouvement qui est porteur de cette revendication est important dans la mesure où il permet d'avancer au-delà des premiers éléments de ce qu'on suppose avec raison être le début de la démocratisation, c'est-à-dire supprimer les régimes autoritaires, deuxièmement des élections libres et transparentes. Mais est-ce qu'on peut en rester là? Est-ce que les élections libres et transparentes doivent simplement permettre à un régime autoritaire d'en remplacer un autre? Non. La démocratisation, c'est également les libertés, la garantie des libertés publiques et la garantie de l'exercice de la pratique politique pour toutes et tous. Et c'est pourquoi le mouvement des femmes qui en Algérie a constamment lié la question de l'égalité des droits à la citoyenneté continue, malgré ses limites objectives dues à la situation qu'on vient d'exposer, d'être porteur d'un espoir d'avancée démocratique. Très bien.
dirais que vous êtes calé sur le rythme de l'aiguille, donc Oui. merci beaucoup d'avoir tenu le temps de parole. Merci pour la montre. Merci pour vos deux interventions. Là, on va pas tarder, je vais passer la parole sans plus tarder à l'assistance. Alors, s'il vous plaît, quelques règles pour que cela fonctionne bien. Bon, évidemment, on aime bien introduire les questions, mais ne faites pas des introductions trop longues. Posez directement vos questions aux intervenants et, s'il vous plaît, essayez d'être bref pour que la parole puisse tourner au sein de l'assistance et que aussi les intervenants aient le temps de répondre. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter également, hein, ce n'est pas la peine d'indiquer votre adresse, mais au moins votre prénom pour qu'on puisse vous répondre de manière nominative. Alors, une personne là-bas, une deuxième là-bas, à vous la parole, une troisième. Très bien. Allez-y. Bonsoir, j'ai une question pour Madame Boucher, s'il vous plaît. Vous avez dit que, à ce qu'on peut dire, qu'il n'y a pas eu d'arrêt du processus électoral, puisqu'à l'origine, le processus électoral est une invention du système. Moi j'ai dit ça? Non, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que vous voulez qu'on procède, qu'on prenne les questions à la suite? On prend les questions à la suite, alors s'il vous plaît. J'ai bien compris, je résume. C'est une junte militaire qui gouverne dans l'ombre, elle-même issue d'un coup d'État, qui, à la suite d'une émeute, décide d'organiser des élections démocratiques, pour qu'on ne sait pas trop, et qui décide, cette junte militaire, de faire un coup d'État à ces élections démocratiques. Franchement, il y a de quoi se perdre. Même Machiavel ne ferait pas mieux. Et au vu du résultat, c'est-à-dire le pouvoir est là 20 ans après, il semblerait qu'ils ont eu raison de faire. Parce que ce coup d'État qui a été fait, je suis d'accord avec la définition, a été fait avec le soutien d'une partie des démocrates. Ils ont pu se constituer du coup une base sociale qui leur manquait à ce moment-là pour donner un semblant de légitimité à ce coup d'État. Alors il y a plusieurs questions. La première, c'est qu'est-ce qui oblige un pouvoir à organiser des élections réellement démocratiques, parce qu'elle l'était vraiment, et le fils, les résultats qu'il a obtenus, je veux dire, personne ne lui conteste ces résultats-là. Qu'est-ce qui oblige d'aller si loin? Est-ce que c'est les rapports de force au sein du pouvoir qui étaient pragmatiques, qui faisaient qu'une fraction qui était prête à composer avec le fils avait proposé les élections et après, dans le rapport de force, ils ont cru que ça a été trop loin, ils ont été dépassés? Ou est-ce que c'était un calcul politique, etc. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que vous avez parlé des partis politiques, mais pas du fils, on n'a pas entendu le parti. Pas Il y a une radio Pas du fils. des islamistes à ce moment-là. Je veux dire, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de pression, etc. Il y a eu quand même une occupation d'État, une pression, une mobilisation des islamistes, ils ont occupé les APC, etc. Donc il y a quelque chose qu'on retrouve dans l'exemple tunisien, pas forcément au début du mouvement, mais après au niveau des élections. Donc cette force islamiste, l'islamisme politique, est-il une permanence politique, du moins dans la période actuelle, dans les pays arabes et dans les pays islamiques? Ça, c'est une deuxième question. Une troisième question par rapport à l'opposition. Qu'est-ce qui explique l'émiettement de l'opposition? Parce qu'on parle de perspective. Est-ce que quelqu'un ici est prêt à prendre le risque qu'il y ait des élections à nouveau démocratiques avec relégalisation du fils, au risque que le fils l'emporte? C'est ça la vraie question. C'est une question. Et quelle est la perspective politique? Donc l'opposition est décimée comme aujourd'hui. Il n'y a aucune opposition démocratique. Je finirai juste par rapport à Dernière question. la question des femmes. Il y a un problème entre les associations, les mouvements femmes et les femmes. Je pense que les femmes, c'est juste de demander l'égalité devant la loi, mais les femmes majoritairement ont voté pour le fils. Malheureusement, c'est comme ça. C'est quoi les perspectives par rapport à ça? Très bien. Alors, est-ce que vous voulez répondre? Comme il y a eu une série de questions. Oui, il y en a déjà beaucoup. Oui. Alors, on va répondre à ces premières questions et ensuite on va passer la parole. On va passer la parole aux autres. Donc, Monsieur Buncher va répondre. Ensuite, Madame Fates va répondre. Hop. Ce qui serait bien, c'est que je puisse, ou que ceux qui interviennent comme ça, comme nous deux là, puissent à la fois distinguer ce qui est la position de l'intervenant. Chacun est libre évidemment d'avoir son analyse et sur ce point-là, je ne vais pas à chaque fois prendre position. Et puis distinguer la question qui est posée, quoi. Alors, comme je n'ai pas toujours bien compris, peut-être parce qu'il n'y a pas de micro
probablement, je vais essayer de dire à quoi je réponds. Comme ça, peut-être que ça réduit l'éventuel malentendu. Alors, la première question, j'ai compris, comment à la fois peut-on annuler les élections puis en organiser après? Bon, à aucun moment je ne me placerai dans la tête du gouvernant pour voir qu'est-ce qu'il pensait et qu'il n'a pas dit. Ça, chacun peut essayer de faire cet exercice-là. Moi, je vois les faits. Quand les élections ont été arrêtées, ont été annulées en Algérie, celle de décembre 91, on n'a pas organisé des élections le lendemain. Le Conseil législatif a été nommé. C'est-à-dire qu'on a remplacé l'Assemblée nationale par un conseil qui est nommé. Ça, c'est un fait. Les APC ou Wilaya, Assemblée de Wilaya qui ont été élus, celle du fils, ils ont été démis de leurs fonctions. On a nommé des délégations. Donc, on n'a pas organisé des élections au lendemain. Maintenant, évidemment, on peut se poser la question, comment se fait-il? Je me pose la question moi-même dans le livre que Mouloud Boumrar a bien voulu citer. Comment se fait-il que dans les élections municipales de 90, je crois, et les élections législatives de décembre 91, il n'y a pas eu la manipulation habituelle pour donner les résultats que l'on veut avoir à l'avance, puisque généralement les élections, à part celle-là, celle-ci, là, ces deux-là, se sont passées toujours comme ça. On connaît le résultat. Ce n'est pas moi qui ai parlé le premier des quotas. Les quotas dans les assemblées élues, même après le pluralisme, sont déterminés. Et on voit bien qu'il n'y a aucune raison pour que tel ou tel parti qui n'a pas de troupes, j'allais dire, sur le plan dans les régions, ait une dizaine ou 2 dizaines de députés. Donc, on sait bien, je crois que même des rapports plus officiels l'ont admis, et notamment la non-publication d'un rapport de l'Assemblée nationale sur les élections de 1997 tendent à confirmer cette manière de voir. Les élections en Algérie sont généralement manipulées. Mais on peut donc se poser la question, pourquoi ils n'ont pas manipulé celle de 91 notamment? Bon, moi je suggère, on ne peut être sûr de rien, parce que le système algérien politique est tellement opaque qu'il est extrêmement difficile de voir, puisque les raisons ne sont pas données, qu'il est extrêmement difficile de voir quelle est exactement la raison qui a fait pencher la balance pour ne pas intervenir. Je sais par des apartés que des dirigeants du FLN en décembre 91 ont demandé des instructions, ou des administrateurs, des personnalités administratives importantes ont demandé des instructions pour pouvoir agir comme d'habitude en matière d'élection, et qu'ils n'ont pas reçu d'instructions. Alors, moi j'ai suggéré que c'était parce qu'il y avait de fortes divisions dans le système, que l'expérience était nouvelle, que, comme le dit par exemple l'ancien président Chedli, les sondages opérés par la sécurité militaire indiquaient que le Front islamique n'aurait que à peu près un quart à maximum un tiers des sièges à l'Assemblée nationale, et que par conséquent il peut être maîtrisé en quelque sorte. Par ailleurs, le pouvoir disposait du commandement militaire, de son impact sur la scène politique, et disposait d'autres. Mais en même temps, il faut voir aussi que c'est peut-être plus difficile, parce que l'appareil du FLN commençait à échapper depuis un moment déjà au commandement militaire, ou à une bonne partie du commandement militaire. C'est la période Mehri Hamrouch. Donc, l'argument que j'ai invoqué moi-même n'est pas aussi solide peut-être qu'il paraît. Alors d'autres évoquent l'idée qu'ils ont laissé
faire les élections parce qu'il voulait faire aller ce type d'ouverture jusqu'à sa fin et intervenir. C'est extrêmement difficile de dire « Ah oui, c'est ça ». Si on analyse, il faut bien voir que cet argument est une hypothèse comme d'autres. Et il faut attendre peut-être un jour que ceux qui ont exercé des responsabilités au premier plan indiquent quelles sont les véritables raisons. Rosalie, qui commence à parler, l'ancien Premier ministre, ne parle pas sur ce point-là, puisqu'il assume qu'il fallait arrêter les élections et que c'était une bonne décision, et que par conséquent, il ne prend pas de recul par rapport à la décision à laquelle il semble avoir été associé. Voilà ce que je peux dire là. Je vais pas, mais en tout cas, très clairement, au moins sur ce point, c'est sûr, on n'a pas annulé des élections pour en organiser d'autres immédiatement après. On les a organisées bien plus tard, dans le cadre d'une nouvelle maîtrise des élections, comme on l'a vu. Alors, après, il y a eu plusieurs questions. Monsieur, vous pensez, vous n'avez pas donné votre nom, en tout cas je ne l'ai pas entendu, donc je ne peux pas vous citer, mais vous estimez qu'on ne peut rien y comprendre à cela. On annule des élections, on organise d'autres, on fait un coup d'État, mais il y a une légitimité démocratique. Évidemment, on peut toujours tout mettre dans un chapeau, mélanger et dire regardez, ruina que ça fait, c'est à ne rien comprendre. En tout cas, moi personnellement, je comprends de manière très claire ce qui s'est passé. J'espère faire partager cette clarté à certains, mais personne ne peut prétendre la faire partager à tout le monde. Légitimité démocratique. La légitimité démocratique, elle ne se décrète pas. Elle s'organise par des élections libres et honnêtes. La légitimité démocratique n'est pas réalisée parce que des associations, qu'elles soient féminines, masculines ou des deux, approuvent un coup d'État. Dès lors que c'est un coup d'État, que la Constitution indiquait un certain nombre de protections des libertés et des droits, des libertés démocratiques et des droits humains, alors il est extrêmement difficile de dire que le coup d'État, c'est-à-dire la violation de cette Constitution-là, ouvre des perspectives démocratiques. Des perspectives démocratiques qui annulent des élections, qui n'en organisent pas d'autres. C'est vraiment, à ce moment-là, une espèce de redéfinition de choses pourtant bien connues. La légitimité démocratique ne peut pas être réalisée parce que les auteurs du coup d'État indiquent que c'est pour sauver la démocratie. Moi, je dis que c'est pour sauver le pouvoir tel qu'il était exercé, c'est-à-dire pour, en quelque sorte, garder simplement le pouvoir. Et plusieurs éléments expliquent cela. Dernièrement, un certain nombre, d'ailleurs, d'autres auteurs ont expliqué dans la presse algérienne les différents arguments que l'on peut invoquer à ce sujet. Donc, vous voyez, on peut aussi présenter tout cela très clairement, et chacun reconnaît les siens, en quelque sorte. Maintenant, la question plus difficile, c'est celle que vous posez, et qui est, est-ce que si le Fils, qui préconisait comme pour toute forme ou mode démocratique, la shora, c'est-à-dire une vague consultation, autrement dit, qui préconisait tout de même un État théocratique, ou dans d'autres, ou ailleurs, ou demain, une organisation islamique qui considère qu'il faut mettre en place un État islamique avec les principes et les règles que l'on connaît, c'est-à-dire par exemple sur le mode de l'Iran, pour ce qu'on connaît, ou sur le mode du Soudan pendant
toute une période, et ainsi de suite. Est-ce que on peut dire que ces élections sont démocratiques? Les élections, oui, peuvent être démocratiques et donner lieu à la victoire d'un parti dont le programme ne l'est pas. Donc, on peut être clair, oui, les élections peuvent être démocratiques et donner accès au pouvoir à un parti qui ne l'est pas. Ça a été le cas, par exemple, au moins partiellement, quoi qu'on en ait dit, en Turquie. Parce qu'il faut procéder sur des exemples qu'on connaît, pas juste comme ça, par l'imagination. Je dis pourtant qu'en Turquie, parce qu'il y a une opposition et une société civile structurée qui réclament des principes de laïcité, des protections des droits des minorités, qui imposent au parti l'APK, le parti de l'AKP, pas seulement les Kurdes, dans la société turque elle-même, il y a une opposition qui oblige le parti islamiste à accepter un jeu démocratique. Vous avez remarqué, comme moi, si vous suivez un peu ce qui se passe en Turquie, que à plusieurs reprises, des lois ou des projets de loi préconisés par l'AKP ont été écartés par suite des ripostes qui sont celles de la société civile ou d'organisations. Et parfois, même les militaires ont joué ce rôle, notamment, non plus là, en ce qui concerne la démocratisation des jeux dans la société, et de l'élaboration des décisions, mais en ce qui concerne certains principes auxquels l'armée, pour des raisons historiques en Turquie, tient, notamment la laïcité. Donc, autrement dit, on le verra probablement en Tunisie, la tendance naturelle de Nahda probablement sera d'islamiser la société et partant d'islamiser les modes de gouvernement et les pratiques et les projets politiques, lorsque cela est possible. Mais si l'opposition laïque ou, c'est pas la même chose, démocratique ou de type progressiste se construit et arrive à s'incruster dans le tissu social, alors ce sera extrêmement difficile pour Nahda d'aller vers ce qui pourrait être la tendance naturelle d'une partie au moins de ses troupes. Toujours est-il qu'il faut ajouter aussi qu'en ce qui concerne Nahda, en Tunisie, nous sommes quand même en présence d'un encadrement, d'un niveau intellectuel, d'un niveau de politisation de la direction du parti, je ne parle pas des troupes parce qu'on connaît peu de choses à ce sujet, qui n'a rien à voir avec l'encadrement, le niveau de politisation, le niveau intellectuel de la direction du fils dans les années 89, 90 et suivantes en Algérie. Bon, ce sont des éléments objectifs que l'on voit là. Ce n'est pas juste c'est un parti islamiste, donc il faut me garantir. Qui c'est qui va garantir? Nous avons, dans le cadre d'un cercle dont vous avez pu voir la naissance dans la presse algérienne dernièrement, qui s'appelle Nejma, nous étions quelques-uns donc de ce cercle-là à indiquer que les acteurs politiques en Algérie pourraient, pour répondre à cette question qui empêcherait que les élections aboutissent à une dictature de la majorité, ce qui n'est pas démocratique parce qu'il n'y a pas dans la démocratie de dictature de la majorité. Pour éviter cela, on pourrait concevoir qu'un débat entre les forces politiques existantes aboutisse à une sorte de pacte ou de contrat dans lequel chacun s'engage que lors des prochaines étapes politiques, débats électoraux, organisation des élections,
élaboration de la constitution ou constituante, s'il y a lieu, chacun s'engage à respecter un certain nombre de règles qui formeront l'ossature d'un fonctionnement démocratique de la politique et de la société. Et il y a pour ça une série de conventions internationales que l'Algérie a d'ailleurs ratifiées, mais qui pourraient recevoir l'application et qui pourraient être donc une garantie. Mais ceci ne peut pas être en vue de détourner le suffrage universel de ce qu'il porte. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on va prévoir dans un papier un certain nombre de garanties pour que les règles démocratiques soient assurées que pour autant c'est une manière d'empêcher que les islamistes, si le peuple veut voter pour eux, n'arrivent pas au pouvoir. Si le peuple algérien veut voter pour les islamistes arriveront au pouvoir. Et rien, l'histoire de l'Algérie récente l'a montré, rien ne sert que l'armée vienne les en chasser. Il appartient au peuple algérien de s'organiser pour éviter de tels résultats. Voilà ce que je pense personnellement de cette question. Je ne réponds pas parce que je n'ai pas vraiment de réponse en ce qui concerne l'émiettement de l'opposition. Merci pour cette réponse complète. Je crois que quand on est roi, on est redevable à ceux qui nous ont fait roi et que c'est une trame de fond, là, un lien fondamental qui fait que, quelle que soit l'intelligence du roi, il peut difficilement échapper à ceux qui l'ont fait roi sur le fond, sur ce qui est la définition des stratégies. Mais je vais un peu plus loin. Dans le système politique algérien, je considère que dès lors que le commandement militaire a choisi, et sur ce point il n'y a pas beaucoup de contestation, a choisi quelqu'un pour l'introniser en quelque sorte comme président de la République et le soumettre au choix de la population pour qu'il soit élu, la personne choisie devient dans une large mesure membre du commandement militaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donc dès lors concevoir en opposition constante. Il y a bien sûr, dès qu'il y a 2 hommes ou 2 personnes, 2 femmes, il y a des oppositions. Mais dans une perspective pour comprendre, et moi je vais un peu à l'encontre de ce qui a été, je ne vais pas tout mélanger pour facilement dire c'est difficile, c'est à n'y rien comprendre. Au contraire, d'un point de vue de la méthode, je préfère au contraire simplifier lorsque c'est possible, voir ce qui est essentiel pour comprendre la ligne fondamentale. Et la ligne fondamentale pour moi, c'est que il est sur l'essentiel vain d'opposer le chef de l'État et le commandement militaire en Algérie pour beaucoup de raisons, parce qu'on l'a choisi, ils l'ont choisi, ils arrivent à faire consensus, ensuite se dégage dans le consensus même un certain nombre d'oppositions. Et puis l'histoire récente de l'Algérie montre bien que lorsqu'un chef de l'État perd le soutien, disons, du commandement militaire, il dégrade son pouvoir et finalement il le perd. Vous n'avez qu'à voir de Ben Bella à Zeroual et Chadli comment les choses se sont faites. C'est quand même le commandement militaire de l'époque qui a choisi Ben Bella, c'est quand même le commandement militaire, c'est bien clair, qui a choisi Chadli, et je peux multiplier les exemples. Et finalement, cela ne veut pas dire que ça y est, ils sont mariés pour la vie, mais il y a un processus qui peut conduire à un divorce entre les deux, et c'est par définition le commandement militaire qui l'emporte. En tout cas, c'est ce que nous enseigne l'histoire de l'Algérie. Est-ce qu'un jour il y aura le contraire? Est-ce qu'on pourra voir le fils d'un président un jour, ou quelqu'un de sa famille, etc., faire élire son fils et mettre sous son emprise le commandement militaire? Pour l'instant, ce n'est pas arrivé en Algérie. Voilà, c'est tout ce qu'on...
on peut dire à ce sujet. Maintenant, est-ce que l'évolution doit nécessairement se faire en négociation avec le commandement militaire? On n'en est pas là, parce que pour pouvoir négocier avec un détenteur du pouvoir, il faut d'abord constituer des forces capables d'imposer la négociation sur le terrain pour non pas juste un entretien, mais pour que les problèmes de fond soient mis sur la table de négociation. En Algérie, on est loin encore de cette situation. Merci. Très bien, merci M. Boucher sur cette note. On finit sur cette note de lucidité. Et je vous remercie à tous les deux. On va donc merci à tous les deux.